Oubliez les tours gigantesques qui s'élancent vers le ciel. Alors que les humains bâtissent en hauteur, les véritables architectes de la nature œuvrent en silence tout autour de nous. Sous nos yeux, ils créent des merveilles d'une telle complexité que même les meilleurs ingénieurs ne peuvent rivaliser. Nous allons découvrir le travail remarquable de créatures minuscules, mais incroyablement habiles. À l'aide de leurs seuls becs et plumes, elles érigent des structures qui défient la gravité et la logique. Prêts à assister à quelque chose d'extraordinaire? Plongeons dans le vif du sujet. Numéro 15. Les tisserands bayas. On dit souvent que la nature n'a pas d'architecte, mais le tisserand baya prouve le contraire. Durant la mousson en Asie du Sud, les mâles se transforment en véritables équipes de construction à eux seuls. Chacun choisit une branche haute et épineuse surplombant l'eau, hors d'atteinte des serpents et des rats. Le tissage commence alors. À l'aide de bandes d'herbe ou de fibres de palmier mesurant entre 20 et 60 cm, un seul mâle entrelace plus de 3000 boucles pour créer une structure suspendue en forme de chaussette. Le nid débute modestement pour atteindre le stade de casque au bout de 8 jours. Vient ensuite l'étape de la promotion. Le mâle chante et bat des ailes pour vanter les mérites de son foyer inachevé. Si une femelle l'inspecte et l'approuve, il achève le long tunnel d'entrée. Dans le cas contraire, il le démantèle et repart de zéro. Il peut répéter cette opération jusqu'à 20 fois par saison. Certains nids sont regroupés en colonies de 20 à 60 individus, tous orientés de manière à éviter les vents de mousson du sud-ouest, tels des abris anti-tempête miniatures. Une légende prétendait autrefois que ces oiseaux collaient des lucioles à leur nid pour s'éclairer. Cependant, des chercheurs comme Sewell Quater et T. Anthony Davis ont mis en lumière la véritable ingéniosité de l'oiseau. Les mâles renforcent la structure avec de l'argile ou du crottin. Pas de lucioles, seule l'efficacité compte. Fait encore plus révélateur, les nids situés plus haut, sur des branches plus fines, sont plus sûrs et connaissent un meilleur taux de réussite. Numéro 14. Le nid de l'Oropandola de Montezuma. Et juste au moment où l'on croit avoir tout vu en matière de prouesses aviaires, l'Oropandola de Montezuma entre en scène, tel un opéra suspendu cousu dans la canopée d'Amérique centrale. Chaque femelle tisse son propre nid à partir de lianes et de fibres, le suspendant à de hautes branches fines où les prédateurs n'osent s'aventurer. Ces nids peuvent pendre à une hauteur de seulement 60 cm ou atteindre près de 2 mètres de long. C'est impressionnant. Leur forme en bourse agit comme un berceau suspendu à l'abri du vent, doté d'une cavité profonde qui protège les œufs des tempêtes et des prédateurs grimpeurs. Dans une même colonie, on peut observer jusqu'à 30 de ces nacelles suspendues. Dans une autre, jusqu'à 172. Mais à l'intérieur de chacune, c'est une aventure en solitaire. La femelle pond 2 œufs tachetés de sombre, mais généralement un seul oisillon survit. La nature est belle, elle est aussi brutale. C'est ici que le mythe et la science se rejoignent. Selon une légende locale, les Oropandolas construisent leurs nids près de ceux des frelons pour se protéger. Il s'avère que c'est en grande partie vrai. Les guêpes chassent les vachers et les parasites, tandis que la présence de l'Oropandola éloigne les abeilles qui menacent les frelons. C'est une protection mutuelle, une alliance naturelle qui se joue au grand jour. Et si les femelles se chargent de la construction, les mâles ne restent pas les ailes croisées. Ils se balancent la tête en bas, déploient leur queue jaune et émettent des cris aux sonorités bouillonnantes à 500 Hz, avec une régularité d'horlogerie. Meredith Miles, une biologiste qui a étudié ces danses, a qualifié ce comportement de chorégraphie minutée. Tout cela pour séduire la femelle, juste sous les nids qu'elle a bâtis. Numéro 13. Le républicain social. Au cœur du Kalahari, cet oiseau empile des brindilles tel un architecte esquissant des plans avec son bec. Mais il ne construit pas seulement pour lui-même, il bâtit pour les générations futures. Leurs nids sont gigantesques. Il s'agit de nids communautaires. On parle de structures pouvant dépasser 3 mètres de large et peser parfois près d'1 tonne. Un seul nid peut abriter entre 10 et 500 oiseaux, avec 5 à 100 chambres individuelles nichées à l'intérieur. Imaginez une immense meule de foin, mais vivante. Elle bourdonne, respire et tient en équilibre sur un arbre unique ou un poteau téléphonique. La conception est ingénieuse. Des tunnels pouvant atteindre 25 cm de long mènent à des chambres qui restent fraîches durant les journées de canicule et chaudes pendant les nuits glaciales. La température intérieure se maintient entre 21 et 24 degrés Celsius, alors qu'à l'extérieur, elle peut chuter près de zéro. Les scientifiques ont d'ailleurs mesuré ces écarts, confirmant que ces nids sont de véritables systèmes naturels de régulation thermique,
constitués uniquement de brindilles et d'herbes. Mais voici le plus incroyable. Ces nids ne sont pas temporaires. Dans certains cas, ils perdurent depuis plus d'un siècle, transmis, reconstruits et protégés. Ils n'abritent pas seulement les républicains sociaux. Faucons pygmées, pinsons, vautours et cinques arboricoles y trouvent tout refuge. Même les serpents se faufilent dans ces galeries en quête d'eux, pour finalement se heurter à des forteresses de bâtons acérés, protégeant les tunnels. Et que dire de la mythologie? Dans le Kalahari, on raconte que ces nids rayonnent de vie, tels des temples sacrés. Et d'une certaine manière, ils le sont. Architecture, survie, héritage. Mais si les bâtons et le travail d'équipe vous impressionnent, attendez de découvrir l'oiseau qui bâtit son nid avec sa propre salive. Numéro 12. Les salanganes. La salangane est un oiseau si dévoué à son œuvre qu'elle utilise sa salive comme ciment. Ces minuscules oiseaux vivent dans l'obscurité totale des grottes d'Asie du Sud-Est et des îles. Rien d'autre. Pas d'herbe, pas de brindilles, pas de feuilles, rien que des parois rocheuses verticales et un seul outil. Une salive assez épaisse pour maintenir un nid en place, telle de la colle. Ils commencent par choisir un endroit sûr, haut perché au plafond d'une grotte. Ensuite, sur une période de 35 jours, ils bâtissent un petit nid en forme de coupe d'environ 8 cm de large, en superposant couche après couche des filaments de salive durcie. Chaque structure ne pèse que 6 grammes, mais peut supporter le poids de 2 œufs et de 2 oiseaux adultes. C'est l'efficacité et la durabilité à l'état biologique pur. Certains des plus vastes réseaux de grottes, comme celui de Gomantong à Bornéo, abritant des milliers de ces nids accrochés à la pierre tels des pétales blancs. Et depuis le XIVe siècle, les humains grimpent sur des échafaudages en bambou pour les récolter et préparer la soupe au nid d'hirondelle, un mets auquel on prêtait autrefois le pouvoir de conférer jeunesse, vitalité et puissance. Une légende prétend que les nids rouges auraient des effets plus puissants. Mais qu'en est-il vraiment? La couleur rouge provient de l'acidité du guano, et non de la magie. Pourtant, ces nids sont bel et bien devenus de véritables trésors. La salive de la salangane contient des glycoprotéines et des minéraux rares, formant un bioadhésif naturel que les scientifiques modernes tentent encore de percer à jour. Mais cet engouement a failli causer leur perte. La surexploitation les a conduits au bord de l'extinction, notamment dans les îles Andaman. Puis, la situation s'est inversée. Dans les grottes protégées entre 2000 et 2008, les populations de salangane ont bondi de 39%. Voilà ce qui arrive lorsque l'on cesse de prélever sans compter pour enfin se mettre à l'écoute. À présent, en matière de construction au sol, un autre oiseau bâtit son nid à même le tapis forestier. Numéro 11, la paruline couronnée, ou ovenbird, l'oiseau four. Cet oiseau ne construit pas son nid dans les airs, sur des falaises ou à l'intérieur de grottes. Il le bâtit à même le sol, un abri calme, dissimulé et chaleureux. Et, d'une manière étonnante, ce petit oiseau terrestre crée une structure dont la stratégie et la conception rivalisent avec les nids les plus élaborés des hauteurs. Dans les forêts denses d'Amérique du Nord, la femelle dégage une parcelle de litière de feuilles et commence à tisser. À l'aide d'herbes, de brindilles, de poils d'animaux et de fines écorces, elle érige un abri en forme de dôme qui rappelle une cocotte en fonte ou un four hollandais, d'où son nom anglais d'ovenbird. Il lui faut environ 5 jours pour achever cette structure incurvée qui mesure quelques 13 cm de haut sur 23 de large. À l'intérieur se trouve une coupelle douillette, juste assez vaste pour accueillir ses œufs tachetés. Ce qui rend ce nid si ingénieux, c'est son entrée latérale dissimulée, généralement orientée vers le bas de la pente. Cette inclinaison, alliée au camouflage offert par les sous-bois, empêche les serpents et les tamias de le repérer depuis les airs. Si un prédateur s'approche de trop près, la mère met en scène l'une des plus remarquables ruses de la nature. Elle feint d'être blessée pour attirer le danger au loin. Elle pond entre 3 et 6 œufs, le plus souvent 4 ou 5, et les oisillons éclosent après une incubation de 11 à 14 jours. Ils quittent le nid un peu plus d'une semaine plus tard, mais restent à proximité, sous l'aile de leur mère pendant près d'un mois. Ce nid n'est pas qu'un simple abri, c'est une véritable sculpture, unique par sa courbure, son inclinaison et ses matériaux. On dit qu'il n'existe pas 2 nids de fourniers identiques. Même les poètes l'ont remarqué. Robert Frost évoquait déjà le chant et le savoir-faire de cet oiseau en 1916. Dans certains villages argentins, on croit que détruire l'un de ces nids provoquerait la sécheresse. Les habitants considèrent donc l'habitat du fournier comme un porte-bonheur
et vont parfois jusqu'à construire leur propre maison à proximité. Mais du sol de la forêt aux colonies perchées dans les cieux, nous reprenons notre envol vers les airs, là où l'architecture devient collective et où la boue est l'outil de prédilection. Numéro 10. L'hirondelle à front blanc. Voici l'hirondelle à front blanc. Figure de proue de l'architecture communautaire mondiale, ce petit oiseau ne bâtit pas en solitaire. Il mobilise tout le voisinage, utilisant jusqu'à 1200 boulettes de boue transportées une à une dans son bec depuis les lits de ruisseaux et les flaques d'eau. L'hirondelle façonne une structure en forme de calebasse inversée, un pot d'argile suspendu doté d'un tunnel d'entrée long et étroit. Une fois terminé, chaque nid mesure environ 20 cm de large sur 10 cm de haut, avec des parois épaisses qui isolent de la chaleur et protègent des prédateurs. Mais la véritable merveille, ces nids ne sont jamais des projets individuels. Sous les ponts, les falaises et les viaducs, les hirondelles bâtissent de véritables cités. Certaines colonies comptent des centaines, voire jusqu'à 6000 nids serrés les uns contre les autres. Mâles et femelles collaborent pour construire, réparer et défendre leur foyer, formant une véritable équipe de bâtisseurs à deux. À l'intérieur, ils tapissent la coupole de plumes et d'herbes, puis pondent 3 ou 4 œufs, parfois un seul, ou jusqu'à 6. Les deux parents se partagent la tâche de nourrir les oisillons, qui prennent leur envol au bout de 3 semaines environ. Cependant, toutes les hirondelles ne jouent pas franc jeu. Il arrive que des femelles glissent discrètement leurs œufs dans les nids de leurs voisines, une ruse appelée parasitisme de couvée. Certains pensaient autrefois que ces nids n'étaient que de fragiles amas de boue se désagrégeant sous la pluie. Erreur. Leur conception est réfléchie, équilibrée, précise et éprouvée par le temps. Une étude a même révélé que leur centre de gravité est si bien positionné qu'ils tiennent bon, tels de minuscules forteresses. Une impression 3D naturelle? C'est tout à fait ça. Pénétrons maintenant dans les sanctuaires marécageux du Tantale d'Amérique, un géant qui transforme des brindilles en palais aériens. Numéro 9. Le Tantale d'Amérique. Haut de plus d'1 mètre, le Tantale d'Amérique construit de larges nids en forme de plateforme, pouvant atteindre 1,5 m de diamètre, à la cime des arbres surplombant l'eau. Les deux parents rassemblent activement brindilles et feuillages, achevant la construction en 2 ou 3 jours. Ils tapissent même le nid de feuilles vertes, le tout consolidé par leur propre fiente pour une solidité accrue. Au sein de colonies appelées héronnières, des dizaines de nids se regroupent, en sécurité au-dessus d'une couche d'eau marécageuse profonde de 1 à 1,5 m, une profondeur suffisante pour tenir les ratons laveurs à distance. Chaque couple pond de 2 à 5 œufs, et les oisillons éclosent après une trentaine de jours. Ils sont minuscules, ne pesant que 57 grammes, mais ils grandissent rapidement grâce à des soins constants pendant 50 à 60 jours. Le folklore a longtemps confondu le Tantale d'Amérique avec la cigogne blanche, prétendant que tous deux apportaient les bébés. La réalité? Ces oiseaux apportent du poisson, pas des légendes, qu'ils attrapent en refermant leur bec plus vite qu'un clin d'œil. Numéro 8. Les rémises. La rémise penduline, qui ne mesure que quelques centimètres, tisse un nid si complexe qu'on l'a comparé à une demeure suspendue à un arbre, dotée d'une porte-trappe. À l'aide de fibres douces, de laine et de soie d'araignée, le mâle construit une poche suspendue en forme de poire. Mais c'est ce qu'elle renferme qui stupéfie les scientifiques, une fausse entrée qui ne mène nulle part, et la véritable entrée dissimulée derrière un rabat de toile d'araignée. Cette construction allie ruse, sécurité et chaleur. Certaines espèces bâtissent même 2 chambres, une fausse et une vraie. Le nid mesure environ 20 cm de haut et peut contenir jusqu'à 9 œufs. Les nids plus grands et plus épais maintiennent les œufs au chaud et des études montrent que les femelles choisissent les mâles réalisant les meilleures constructions. La fabrication prend environ 1 semaine. Une fois utilisé, le nid n'est jamais réoccupé, bien que les oiseaux reviennent souvent au même endroit chaque année. Les humains admiraient tellement ces nids qu'ils s'en servaient autrefois comme chaussons ou comme bourses. Mais passons maintenant à un oiseau bien plus éclatant, qui a les pattes dans l'eau et l'esprit dans la boue. Numéro 7. Le flamant rose. Lorsqu'il s'agit de bâtir dans la boue, personne ne surpasse le flamant rose. Ces oiseaux élégants ne se contentent pas de stationner dans les eaux peu profondes, ils façonnent leur environnement. En duo, ils utilisent leur bec et leurs pattes pour sculpter un nid conique élevé à partir de boue humide. Ce monticule atteint environ 45 cm de hauteur pour une largeur équivalente à la base, avec un petit cratère au sommet destiné à accueillir un œuf unique et volumineux. Pourquoi une telle hauteur?
Elle permet de garder l'œuf au sec lors des crues soudaines et au frais malgré la chaleur, grâce à l'évaporation de l'humidité en surface. Une véritable climatisation naturelle. Au sein de colonies très soudées, appelées flamboyances, les nids sont espacés de moins d'1 mètre, formant un réseau dense de tours de boue. Une fois éclos, le poussin reste en hauteur pendant une semaine avant de rejoindre une crèche, une sorte de garderie pour flamants roses, où ses 2 parents lui apportent de la nourriture, notamment un lait de jabot riche en graisse et en protéines. Une légende prétend que les flamants roses construisent leur nid avec des brindilles ou de l'acier. C'est faux. Tout est fait de boue, façonné par l'instinct et la détermination. Mais si vous trouvez cela impressionnant, attendez de voir ce qui se passe lorsqu'un oiseau se transforme à la fois en bâtisseur et en équipe de démolition. Numéro 6. Les pics. Le pic n'est pas un simple oiseau, c'est un véritable expert en excavation. Grâce à son bec puissant et à son crâne renforcé, il creuse profondément dans les troncs d'arbres pour y aménager une cavité idéale pour nicher. Une cavité typique présente une minuscule ouverture de quelques centimètres seulement, donnant accès à une chambre creuse pouvant atteindre 24 cm de profondeur. Ils choisissent des arbres dont le bois de cœur est pourri, mais dont l'écorce extérieure reste solide. Facile à creuser, mais résistant. Le travail peut prendre de 2 semaines à 3 ans selon l'espèce. Cela prend de 2 semaines à 3 ans selon l'espèce. Le pic à face blanche? Il creuse le bois de pin vivant sur plusieurs saisons. À l'intérieur, l'oiseau pond de 3 à 6 œufs d'un blanc brillant sur un lit de copeaux de bois. Pas de brindilles, pas d'herbe. Rien que les résidus de son propre travail de burinage. Et contrairement à une vieille légende, les pics ne détruisent pas les arbres. Ils créent des habitats pour des centaines d'espèces. Chouettes, chauves-souris, insectes et même d'autres oiseaux occupent les cavités abandonnées. Les scientifiques appellent cela le réseau de nidification, dont les pics sont les ingénieurs. Ils ont même inspiré des conceptions humaines. Les systèmes d'amortissement des caméras et les rembourrages de casques s'inspirent directement de leur anatomie. Du bois aux herbes tressées, place maintenant à un maître bâtisseur doté d'un masque et d'une mission. Numéro 5. Le tisserand masqué. Le tisserand masqué ne se contente pas de construire des nids, il bâtit pour impressionner. À chaque saison de reproduction, de septembre à janvier, le mâle se transforme en une véritable machine à bâtir infatigable. Il tisse jusqu'à 25 nids par saison, chacun nécessitant environ 5 jours de travail. Tout commence par un geste audacieux, nouer un unique brin d'herbe à une branche solide. À partir de là, l'ouvrage devient une véritable prouesse d'architecture tressée. Le nid prend la forme d'un dôme ovale suspendu, large de 20 à 25 cm, façonné à partir de roseaux, de feuilles de palmier ou de longues tiges d'herbe. L'entrée, toujours située en bas, parfois prolongée par un petit tunnel destiné à barrer la route aux prédateurs tels que les singes ou les serpents. L'ensemble oscille au gré du vent mais tient bon. Il est imperméable, résistant aux intempéries et d'une grande solidité. Une fois l'ouvrage terminé, le mâle parade. Il bat des ailes, chante et donne un véritable spectacle. Si la femelle est séduite, elle s'y installe et tapisse l'intérieur de plumes et d'herbes douces. Dans le cas contraire, le mâle démolit tout et recommence à zéro. La coloration unique des œufs permet à la femelle de repérer les œufs intrus pondus par des oiseaux sournois comme le coucou d'Hydrique. De plus, des recherches menées par l'Université d'Édimbourg ont révélé que les mâles affinent leur technique avec le temps, en serrant davantage le tressage et en réduisant le gaspillage de matériaux. Mais si le nid du tisserand est une œuvre de finesse, l'oiseau suivant de notre liste se distingue par ses dimensions colossales. Numéro 4. L'ombrette africaine. L'ombrette ne se contente pas de construire un nid, elle bâtit une véritable forteresse, utilisant jusqu'à 8000 éléments, brindilles, roseaux, herbes, boue, et parfois même du plastique ou des tissus. Le résultat est un édifice gigantesque en forme de dôme, pouvant atteindre 2 mètres de hauteur et de largeur, pour un poids compris entre 25 et 50 kg. Tout commence par une plateforme plane, suivie des murs, puis d'un toit massif. Enfin, le couple scelle l'ensemble avec un tunnel d'environ 13 cm de large, menant à une chambre intérieure dissimulée, tapissée de boue et mesurant près de 50 cm de diamètre. La construction s'étale sur environ 6 semaines, les oiseaux effectuant jusqu'à 60 allers-retours par heure lors des périodes d'activité intense. Ces structures sont bien plus que de simples nids, ce sont de véritables points de repère dans le paysage. Ils sont si solides en fait
qu'un adulte pourrait s'asseoir dessus sans les briser. Et ils n'abritent pas uniquement des ombres à tête de marteau. Chouettes, faucons cresserelles, canards, serpents, écureuils, toutes sortes d'animaux viennent s'y installer. C'est pourquoi l'ombre à tête de marteau est qualifiée d'ingénieur de l'écosystème. En Afrique de l'Est, on considère que déranger le nid de cet oiseau porte malheur. Les mythes évoquent la foudre ou la maladie. Superstition ou non, cela a fonctionné. Ces nids restent intacts, protégés par la légende. Numéro 3. Le guêpier d'Europe. Avec un plumage aussi éclatant que leurs habitudes de nidification, les guêpiers d'Europe sont des spécialistes du tunnel. Plutôt que d'utiliser des brindilles ou des feuilles, ces oiseaux creusent. À l'aide de leur bec et de leurs pattes, ils s'enfoncent directement dans des falaises verticales, des berges sablonneuses ou des parois de l'os, parfois jusqu'à 1 mètre de profondeur. Il faut environ 20 jours à un couple pour achever un tunnel, qui débouche sur une chambre de nidification arrondie, nichée en toute sécurité hors de portée. Au début de l'été, des centaines, voire des milliers de ces nids peuvent apparaître sur une même étendue de terrain. Une étude scientifique de 30 ans a recensé plus de 1500 nids sur une seule falaise, dont près de 90% étaient concentrés dans un sol sablonneux et meuble. À l'intérieur de chaque terrier, les parents pondent de 5 à 8 œufs d'un blanc brillant. Le père et la mère couvent les œufs et nourrissent les oisillons, un véritable travail d'équipe. Il leur arrive même de recevoir un peu d'aide. Des frères et sœurs plus âgés ou d'autres membres de la famille reviennent souvent prêter main forte en apportant nourriture et protection, un comportement rare chez les oiseaux. Une rumeur a longtemps circulé selon laquelle les guêpiers s'attaquaient aux ruches d'abeilles domestiques. C'est faux. Des études montrent qu'ils se nourrissent principalement d'abeilles sauvages, de guêpes et même de frelons dangereux, comme le frelon asiatique à pattes jaunes, une espèce invasive signalée en 2023. Numéro 2, le grèbe huppé. Le grèbe huppé est un maître de l'architecture aquatique. Au lieu de creuser ou de suspendre son nid, cet oiseau élégant construit une plateforme flottante, tressée à partir de roseaux, de brindilles et de plantes aquatiques. Ancré à la végétation submergée, le nid flotte sur les lacs et étangs calmes. Il oscille doucement au gré des vagues, tout en restant solidement amarré sous la surface. Sa construction est rapide. Quelques heures suffisent parfois, lorsque les conditions sont favorables. Les 2 parents collaborent pour façonner une base stable, capable d'accueillir 3 ou 4 œufs. D'un blanc crayeux à l'origine, les œufs se teintent rapidement de brun au contact des matériaux humides du nid. L'incubation dure de 27 à 29 jours. Le mâle et la femelle se relaient selon un rythme évoquant une danse silencieuse, chaque tour de garde durant environ 2 heures. À l'éclosion, les poussins arborent un plumage rayé qui leur vaut le surnom de humbugs, en référence aux bonbons rayés du même nom. Bien qu'ils sachent nager, ils préfèrent se laisser transporter sur le dos de leurs parents durant la première semaine. C'est une combinaison de chaleur, de sécurité et de renforcement des liens affectifs, le tout au cours d'une promenade pleine de grâce. Une légende tenace prétendait autrefois que les grèbes transportaient leurs œufs jusqu'à la rive. C'est totalement faux. Ces oiseaux ne quittent jamais l'eau durant la période de nidification. Toute leur stratégie de reproduction repose sur la flottaison. Au XIXe siècle, leurs plumes ornementales ont failli causer leur extinction. La mode a propulsé la chasse aux plumes à son paroxysme. Il ne restait que 42 couples nicheurs au Royaume-Uni, mais des groupes de protection comme la RSPB ont inversé la tendance. Aujourd'hui, le grèbe glisse à nouveau sur l'eau. Nids, partenaires et oisillons flottent en toute sécurité à la surface. Mais bien au-dessus de l'eau, là où l'air est vif et les branches épaisses, un dernier bâtisseur attend son heure. Numéro 1. Les pigargues à tête blanche. Si la nature distribuait des plans pour la grandeur, le pigargue à tête blanche en détiendrait le brevet. Ces rapaces puissants construisent des nids qui ressemblent moins à des foyers qu'à des monuments. Des structures stratifiées et évolutives qui redéfinissent l'architecture aviaire. Un nid d'aigle typique est déjà imposant au départ, mesurant environ 1,8 m de diamètre et 1,2 m de profondeur. Mais la magie réside dans la persévérance. Chaque année, le couple revient pour y ajouter des branchages, de la mousse, de l'herbe ou même des algues. Au fil des décennies, ces nids peuvent atteindre près de 2,7 mètres de large et 6 mètres de profondeur, pour un poids avoisinant les 3 tonnes. Un nid en Floride, construit entre les années 1950 et 1963, détient toujours le record du monde. Ils choisissent des arbres immenses, mesurant entre 18 et 60 mètres de haut,
toujours à proximité de lacs ou de rivières poissonneuses. La forme du nid rappelle celle d'un verre à vin renversé, avec des parois épaisses et solides, ainsi qu'un intérieur doux et arrondi qui berce les œufs, comme une alcôve tapissée de velours. Des études, comme celle menée dans la région du Haut-Mississippi entre 1990 et 2012, confirment que les aigles choisissent leurs arbres en fonction de la solidité des branches et de la proximité de l'eau. Ils peuvent même rester fidèles au même site de nidification pendant plus de 50 ans. Une légende raconte que Benjamin Franklin les qualifiait de paresseux, mais face à l'ampleur, à la robustesse et à la fidélité dont ils font preuve dans la construction de leur nid, cette affirmation s'effondre. Alors, maintenant que vous avez vu les véritables architectes de la nature à l'œuvre, qu'est-ce qui vous a le plus surpris? Les fausses entrées? Les nids flottants? Ou ceux qui pèsent plus lourd qu'une voiture? Quelles autres merveilles avons-nous peut-être ignorées? Partagez vos réflexions dans les commentaires et discutons-en. Et si vous aimez les histoires qui vous font voir le monde naturel sous un jour nouveau, ne vous contentez pas de faire défiler la page. Abonnez-vous. Vous n'allez pas en croire vos yeux pour la suite.